Dans 2 heures, 2000 personnes en smoking arrivent au Palais Brongniart pour ce qui a été annoncé comme le plus grand gala d'Europe, la soirée de l'année. On n'a pas dormi, on n'a pas mangé et on n'a jamais organisé de soirée de notre vie non plus. Il y a 2 mois, on était juste 5 potes autour d'une raclette avec une idée un peu folle et à quelques heures de l'ouverture, rien n'était prêt. Ils sont complètement dingues en fait. Voici l'histoire du Paris Winter Gala 2025, ou ce qui a failli être la pire honte de notre vie. Fin de l'été 2025, on vient de finir le business de location de clim, Climlock, et on n'a plus rien à faire, on bouillonne un peu. Lo vient manger une raclette à la maison, et comme d'habitude, la discussion part en couille et on vient à l'idée d'organiser une soirée. Et évidemment, vous commencez à nous connaître, seulement quelques jours plus tard, la machine est lancée. Guys, je sors d'une rencontre de 2 gars qui ont organisé une soirée sur une péniche à 300 personnes. Je leur ai parlé du projet et ils sont franchement chauds. Au début, le plan, c'est de faire une soirée à 300 personnes. Mais avec l'arrivée d'Emma et Baudouin, on se retrouve à 5. Et la première étape, c'est de trouver une salle. Alors on se donne rendez-vous tous les 5 pour préparer un plan. On cherchait une salle qui puisse accueillir environ 300 personnes. Des trucs classiques, mais quand même stylés. Genre des salles de réception, des hôtels particuliers. Et parmi tous ces lieux, il y en a un qui sort vraiment du lot. On se regarde tous les 5, c'est le Palais Brongniart. On parle d'un monument historique, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est exactement ça qu'on voulait. Tu peux demander à tous les gens de mon âge, ils savent que le Palais Brongniart, ça correspond le centre financier de la France, tu vois. Quelque chose d'inatteignable, quelque chose que seulement les banquiers, les boursiers, les gens, les millionnaires connaissent, tu vois. Le Palais Brongniart, c'est Chanel, Dior, Louboutin, Gucci qui font des défilés. Et la capacité d'accueil, 2500 personnes. Personne n'avait jamais fait de soirée publique au Palais Brongniart. Et je comprends dans les yeux de Victor la question qui se pose vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment faire une petite soirée de 300 personnes ou est-ce qu'on veut aller all-in, louer le Palais Brongniart et organiser une énorme soirée à la Gatsby? Je regarde Lo, je regarde Victor, j'ai compris qu'on était d'accord et qu'on avait la même vision. Soit on fait un événement monumental, soit on fait rien quoi. Je vois pas l'intérêt de faire un truc que tout le monde peut faire. Tu te dis, ouais merde, ils ont perdu pied les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ça va pas la tête. Le problème, c'est que pour le Palais Brongniart, c'est pas du tout le même budget. Et on a choisi un des lieux les plus chers de Paris, un des plus ambitieux. Et on fait les calculs. Le Palais Brongniart, les prestataires, l'alcool, le matériel, le budget total, c'est 220 000 euros. On a une bonne partie en clim, si vous avez vu la vidéo sur Climlock, mais pas en cash. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que Wesley, Lo et moi, on est redevenus étudiants. Et on prend chacun un prêt étudiant de 20 000 euros pour louer le Palais Brongniart. Waouh, ils vont s'endetter si jamais ça passe pas parce que c'est quand même des sommes d'argent. Bon, c'est pas mon monde. Et donc forcément, t'as une première réaction, c'est la folie des grandeurs. On a 80 000 euros. Et 80 000, c'est pas 220 000. Mais c'est assez pour payer les acomptes. Le palais, les prestataires, les premiers engagements. Et le plan pour le reste, c'est de le payer avec l'argent de la billetterie au fur et à mesure que les gens achètent leur place. Et il faut passer des entretiens avec la direction. Prouver qu'on est crédible, qu'on a un track record, qu'on a déjà organisé des événements. Et nous, on a 0 référence. 0. On n'a jamais parlé à un directeur de salle de notre vie. Il faut qu'on aille vendre à une institution que notre première soirée mérite le plus beau monument de Paris. Moi j'ai un peu joué la carte aristocrate, tu vois. En mode voilà, j'ai un château de famille, on organise toujours des grandes soirées dans les châteaux des uns et des autres. Et je n'arrive même pas aujourd'hui à comprendre comment ils ont pu genre accepter ça, genre se dire c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais la seule date de dispo, c'est le 6 décembre. Et là, on est mi-octobre. Et là je me suis dit mais dans quel truc on s'est foutu encore là. En fait ça devient un vrai truc de malade mental quoi. Il nous reste moins de 2 mois. On doit tout mettre en pause dans nos vies. Victor et moi, on avait déjà des voyages de prévus, des vols bookés. On a dû tout lâcher du jour au lendemain. On a la date, on a 220 000 euros sur la table. Maintenant, il faut organiser une soirée de 2000 personnes. En gros, si on vend pas assez de billets, on peut pas payer les prestataires et on a 3 prêts étudiants à rembourser pour une soirée qui aura jamais lieu. Et si ça foire, ça pourrait être que de notre faute. Tout le monde nous avait prévenus. Victor, c'est le mec de la tech. C'est lui qui va mettre en place la billetterie, s'occuper de toute la partie paiement et financière. Moi, mon but, c'est de ramener 2000 personnes. Peu importe comment, faut que je trouve un moyen. Lo, c'est le visage public du gala. C'est lui qui va faire toutes les communications et créer les partenariats. Marie, elle s'occupe de la direction artistique. Et il m'appelle et il me dit Marie, j'ai une idée de ouf. On va faire un gala dans le Palais Brongniart. À partir de rien, elle va devoir créer une image, une vibe d'un event qui n'existe pas encore pour faire rêver les gens. Et là, je me dis mais ok, où, comment, avec qui, quelle boîte de prod, on communique comment, on a des visuels et tout. Et il me dit on n'a rien,
on part from scratch. Et là, je me dis, ok. Et Marais Baudouin, eux, ils vont s'occuper de toute la logistique sur place. Gérer les grossistes, le staff et le matériel pour le jour J. Et enfin, Théo sera le barman en chef. Le truc qui fait peur, c'est la gestion et le volume. Il faut que le jour J, on puisse débiter des cocktails et du champagne pour 2000 personnes. Il fallait tout prévoir, l'électricité, les frigos, monter un bar, qui n'est pas juste un bar. On avait 50 mètres de bar. 3 mecs qui ont jamais fait de soirée, 2 mecs à la logistique, une directrice artistique et un barman. C'est avec ça qu'on va faire le plus gros gala de Paris. 220 000 € à couvrir pour même pas être rentable. Mais à 90 € la place, il faut qu'on remplisse le palais et que les gens consomment sur place. Sinon, on rentre pas dans nos frais. Et en fait, c'est un peu aussi le lieu qui a déterminé l'ambition. Donc on veut pas une soirée étudiante à 5 € la bière. Il faut que les gens viennent pour vivre une soirée qu'ils oublieront jamais. Le concept, c'est un gala. Une vraie soirée de gala, comme dans les films. Tu pourras acheter un cours de danse pour apprendre à valser avant la soirée ou tenter de gagner une arrivée en Mustang décapotable devant le palais. Quand t'arriverais au palais, en bas des colonnades, il y aurait des voitures de collection, un tapis rouge, des photographes. Quand tu rentrerais à l'intérieur, il y aurait des bougies, des lumières chaudes, du champagne, une exposition d'art, des photographes partout. Il y aurait un orchestre de jazz qui joue du swing des années 40, des gens qui dansent, une ouverture de bal avec des valseurs professionnels, un carré VIP, un traiteur, du champagne à foison. Mais on veut pas non plus une soirée de vieux. Donc à minuit, le jazz s'arrêterait et on mettrait un DJ à la place. Notre cible, des Parisiens de 25 à 40 ans, des gens qui aiment l'élégance et qui veulent, le temps d'une nuit, être dans un film. Le truc, c'est que Wesley et moi, on n'a jamais mis un costume de toute notre vie. Enfin, Wesley une fois pour faire un date à l'opéra, mais c'est tout. On vient pas du tout de ce monde-là. On a grandi dans la classe moyenne, on connaît rien au champagne, on sait pas danser la valse, et notre idée d'une soirée réussie, c'est pas vraiment ça. Et à ce moment-là, on a 0 communauté, 0 audience. Et il faut vendre 2000 places à 90 € en moins de 2 mois. Notre stratégie, elle était simple. Faire croire à tout Paris que notre soirée, c'était déjà l'événement de l'année, que tu pouvais pas la rater. Notre première idée, c'est les influenceurs. Un seul partenariat pouvait ramener des centaines de personnes. Et en plus, c'est pas nous qui devions créer le contenu. Mais il fallait surtout trouver les bons. Pas n'importe quel influenceur. On cherchait des créateurs dans la niche de l'élégance et de l'art de vivre lifestyle parisien. Vous voyez le genre. Des gens dont l'audience ressemble exactement aux gens qu'on veut dans notre gala. Genre elle ou lui. Mais il y avait un problème, on avait zéro budget pour les payer. Donc, il fallait trouver un autre moyen pour les convaincre. Alors on a fait un truc que personne n'a fait. Parce que dans ce milieu, les influenceurs ils sont habitués à être traités comme des panneaux publicitaires. Tu reçois un mail, un brief, un virement et tu postes. Personne prend un café avec toi. Nous, on prenait un café avec tout le monde. Je me suis dit, c'est du jamais vu, quelqu'un qui vient en bas de chez toi, te donner une invitation en plus, vraiment en papier manuscrit, pour m'inviter à un gala. Je trouve ça génial. Le deal, il était simple. On leur offrait une place en VIP avec le plus un de leur choix. En échange, ils devaient poster une story et un Reels. Et comme ils étaient déjà dans la niche de l'élégance, ils avaient dans leur pellicule du contenu des galas et des soirées qu'ils avaient fait auparavant. Mais le truc, c'est qu'en les rencontrant en vrai, en étant nous-mêmes, en arrivant avec ce projet complètement fou, ils se sont pris au jeu. Ils ont fait beaucoup plus que de la pub, ils sont devenus ambassadeurs du projet. Aucun n'a douté qu'on remplirait la salle. Pas parce qu'on avait des preuves, mais parce qu'on avait l'air complètement sûr de nous. C'était pas en mode oui, on veut partage, on rêve, parce que vous saviez, ok, il y aura ça, on va le faire comme ça. J'étais pas encore sûre à 100%, je me suis dit, c'est qui ces mecs? On n'a aucun asset vidéo, donc on doit soit les voler, soit aller au palais pour tourner des rushs, soit générer des vidéos avec de l'IA. Mais finalement, ça fonctionne plutôt bien. Et là, on inonde Paris de publicité sur Instagram. Et ce qui était bien avec les pubs sur Insta, c'est que c'est nous qui décidions de notre audience. Concrètement, on dit à Insta, monte cette vidéo à toutes les personnes à Paris, entre 25 et 40 ans, qui s'intéressent au luxe, aux soirées et à la mode. Et si t'avais le malheur de visiter le site de Winter Gala ne serait-ce qu'une seule fois, on te lâchait plus. Je l'ai vu partout, clairement partout. T'ouvrais Insta, pub du gala. Tu scrollais tes stories, pub du gala. Tu regardais un réel, pub du gala, jusqu'à ce que tu prennes ta place. Et puis il y avait les méthodes un peu moins officielles, comme les fausses affiches dans le métro et les pubs qu'on a mis sur tous les limes de Paris. Si tu te déplaçais en lime à Paris en novembre, tu tombais sur le Winter Gala. 2 novembre, exactement un mois avant la soirée. On fait le point sur les ventes. 132 places sur 2000. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on va réussir? Je me suis dit, putain merde, comment ils vont cumuler autant d'invitations à ce prix-là? Et là, c'est vraiment le déclic pour moi. J'étais seul dans ma chambre, je suis resté allongé sur mon lit pendant 1 heure. Et je me suis demandé si on n'était pas en train de faire la plus grosse connerie de toute notre vie. Puis si ça marche pas, j'aurai 20 000 € de dette à rembourser pour une soirée qui a jamais existé. J'en parle à Victor. Et il me dit bon... Pire, on aura une belle soirée
pour 132 personnes. Je me disais, demain, il faut que j'appelle pour savoir à combien d'invitations ils sont, tu vois. Je faisais un genre de décompte dans ma tête, tu vois. On fait les calculs. À ce rythme-là, on remplit même pas un quart du palais. Mais mon premier réflexe, c'est comment ils vont faire pour remplir ça, quoi. On est tous les deux des pros de la nuit. Moi, ça a été ma vie et mon métier. Pour le lancement de la Air Jordan, avec Michael Jordan, avec les Chicago Bulls, avec la force de Nike, les mecs, il manquait 1000 personnes. Et je me dis, ils sont complètement dingues, en fait. Imagine, t'arrives le matin au Palais Brognard, tu prépares la salle, tu te donnes un mal fou. Et à l'heure où les invités sont censés arriver, y a personne. C'est vide. Les gens se regardent, y a pas d'ambiance. Ils se demandent tous ce qu'ils font ici. Il y a nos familles, nos parents, nos amis qui sont là, qui essayent de faire comme si de rien n'était, mais ils peuvent pas. Parce que s'il n'y a pas la masse critique suffisante d'invités, ça ressemble à rien. C'est un événement raté. Les influenceurs nous en veulent parce qu'ils ont posté pour une soirée fantôme. Les gens s'en vont rapidement, et le lendemain, ils demandent tous un remboursement. Et tout s'écroule. Ouais les gars, sur une note un peu sérieuse, est-ce qu'on annule vraiment ou pas? Parce que là, si on veut annuler, c'est maintenant ou jamais, quoi. En fait, vu l'engouement que tout le monde a apporté au projet et cette force collective de se dire ok, on va le faire. On pouvait plus reculer. On avait déjà envoyé ce virement de 86 000 € au palais et c'était pas remboursable. Donc on a continué. Et puis on rencontre Hugo de Mezrac, qui gère le Castle Club, une communauté de soirées privées dans des châteaux. On a conclu un partenariat avec lui. Hugo promouvoit l'event via ses stories sur son compte Insta et prend une commission par ticket vendu. Le 6 novembre, Hugo du Castle Club poste 7 stories. Et en un jour, on vend 121 places. Presque plus que tout ce qu'on avait vendu en un mois. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Les concessionnaires acceptent de nous prêter les voitures pour le car space devant le palais. Ferrari, Porsche, Rolls-Royce sont confirmés sur le parvis. Des valseurs professionnels acceptent de faire l'ouverture du bal. Les ads qui tournent et convertissent. Les ventes qui grimpent. Et là, des trucs qu'on n'avait pas du tout anticipé commencent à arriver. Je suis passée par un magasin de robe en mode... Puis il y a une meuf qui essaye sa robe et qui lui dit « J'ai besoin d'un truc vraiment habillé parce que je vais à un gala. » Les gens dans la rue parlent de l'événement qu'on est en train d'organiser, genre. Les gars, c'est un truc de fou. Rémi sort d'un appel avec la femme de la 8e fortune française. Le propriétaire de Kingfisher, quoi. C'est le deuxième mec le plus riche d'Inde. Ils sont 1,8 milliard. En Inde, ils sont 1,5 milliard et il y a le deuxième plus riche qui veut venir à notre soirée. Et je me dis, ok, là, c'est une autre dimension. Les influenceurs viennent à nous et c'est eux qui nous demandent de collaborer pour qu'on les invite. Après ça, j'avais des acteurs d'une série Netflix qui voulaient venir, on avait des sportifs de haut niveau. TF1 veut venir filmer dans le cadre d'un reportage sur l'élite économique française. Au début, on reçoit des messages de gens qui veulent venir, mais seuls. Ils connaissent personne. Et quand t'es seul et que t'hésites à aller à une soirée à 90 € où tu connais personne, bah t'y vas pas. Intuitivement, je crée un groupe WhatsApp pour que les gens qui veulent venir seuls ne le soient plus. Le Paris Winter Gala, solo attendees. Et là, je me rends compte. Milan, Berlin, Londres, des gens viennent de l'Europe entière pour participer au Paris Winter Gala. Dans ce groupe WhatsApp, il y avait aussi Paul. Paul, il habite à Lyon. Et il y avait aussi Camille. Ils décident d'arriver ensemble au gala. Ils s'étaient jamais rencontrés avant. Leur premier date, c'était au Winter Gala. Tout Paris voulait y être. On est passé de supplier les gens à venir à refuser du monde. On l'avait fait. Enfin, presque. Dans une semaine, 2000 personnes arrivent au palais. On n'avait pas de DJ, pas de staff, pas de mobilier, pas de décoration, pas de groupe de musique et pas de danseurs pour les cours de danse. Et après, je pense que personne n'avait pris la mesure du projet. Comme on n'avait pas du tout conscience, on n'avait jamais organisé de soirée de notre vie, on savait pas ce que c'était. En vrai, sur le papier, on va droit dans le mur. Quand je sais le monde qu'il va y avoir, là, je me dis comment ils vont faire pour s'organiser. J'ai la peur de comment ils vont faire pour pouvoir gérer tout ce monde-là. Et moi, je vous regardais, et vous étiez chill, en mode, bon, petite raclette, on brainstorm, etc. L'eau au téléphone en disant, oui, là, il faut que j'y aille, je suis en double appel. Enfin, vous étiez tous en détente, et moi, je regardais la scène et j'étais en mode, mais guys, on va jamais y arriver. Genre, jamais. D'ailleurs, on vient tout juste de lancer notre communauté, le Haloban Lab. Si vous voulez investir dans nos projets avec nous ou juste participer et nous aider, le lien est dans la description. On vous en parle en fin de vidéo. Je dors très mal. Et quand je m'endors, je rêve qu'on arrive au palais. On pousse la porte et tout est vide. Pas de décoration, pas de bar, pas de staff, juste un énorme palais vide. Le pire, c'est que j'étais pas si loin de la réalité. Marie récupère les clés et là elle dit bon,
On a 12 heures et rien n'est prêt. Et je suis arrivé à 7h15 au palais. J'ai pas dormi. Je suis rentré chez moi, je me suis douché. J'ai enchaîné. Et là, j'arrive, état des lieux. Et là, les problèmes commencent. Pour protéger le parvis du palais, il faut mettre de la moquette sous toutes les voitures et dans le carré vide. Le palais devait prévoir la moquette, mais quand on arrive, elle est pas là. Donc mon père et une pote partent à Leroy Merlin, ils louent un camion sur Getaround et ils reviennent avec 100 mètres de moquette à découper nous-mêmes. On est dans le palais Brognard, l'endroit où Chanel fait ses défilés. Et nous, on découpe de la moquette à genoux avec des petits ciseaux d'école. À peine résolu, une deuxième galère s'enchaîne. Le palais Brognard interdit formellement de ramener un traiteur externe. Sauf que quand on se rend compte que personne n'aura mangé, si on n'a pas de bouffe, ce serait la catastrophe. Alors on l'a fait quand même. Jusqu'à ce que Thierry, le responsable de la sécurité du palais, s'en rende compte. Non mais vous faites n'importe quoi messieurs, n'importe quoi. Possible là, c'est pas possible là. On est le palais Brognard. Il est 17h. On ouvre dans 2 heures. Et là, rien n'est prêt. Et là, je me suis dit, c'est qui tout double? 19h. Sur 80 personnes, seulement 10 personnes du staff sont arrivées. 19h25. Les cours de danse commencent dans 5 minutes. Et on sait pas où sont les profs. Putain les gars, est-ce que quelqu'un sait où ils sont les mecs les profs de danse? Personne les trouve, ça commence dans 5 minutes, les invités ils sont déjà là, ils attendent sur la piste de danse, ils sont où les profs putain? Il est 19h25. On n'avait toujours pas mangé, on était sale, on était trempé de sueur, et 5 minutes plus tard, il fallait qu'on ait que des gens en smoking, comme si tout était parfait. Ça y est, les premiers invités arrivent. Puis des dizaines, puis des centaines de personnes. Et je me rappelle de ce moment où moi j'étais parti me changer. Là j'arrive devant la bourse, je vois genre 300 personnes qui font la queue. Je me dis, oh non putain, genre qu'est-ce qu'on a fait quoi, genre it's real tu vois. Je me suis arrêtée devant le palais Brognard et j'étais en mode ok. T'es choquée. Je vois une queue de fou, des filles avec des robes. Palais, Paris, la nuit, les bougies, voitures vintage de collection. En fait, tu viens et t'es en mode waouh. Le tapis rouge, les bagnoles devant, on voit tout le monde bien habillé. Donc je me dis putain ils sont forts quand même. Quand tu vois chaque personne qui sort un peu de son rituel où ils ont passé 1 heure ou 2 à se maquiller, à s'habiller, et que tu vois les gens hyper bien habillés, qui se tiennent droit, qui montent les marches et tout, moi j'avoue que ça m'a fait un truc vraiment. Et en fait, juste, c'est un waouh qu'on se mange. Vraiment, toute l'équipe, on se mange un waouh. Dès qu'on se croisait entre nous, c'est mec, t'as vu? Ouais, c'est un truc de malade et hop, on repartait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé un truc. Si la soirée est ratée, on déçoit pas juste nous-mêmes, on déçoit 2000 personnes. J'ai regardé la salle, 2000 personnes. Des gens qui dansent, qui rient, qui trinquent, qui se rencontrent, le jazz qui joue. Vraiment, les gens ont tellement joué le jeu. Mais comment on est arrivé là? 2 mois plus tôt, on était juste 5 potes autour d'une raclette, avec une idée complètement débile. Et là, il y avait 2000 personnes dans le palais Brognard. Et à ce moment-là, on a compris qu'on l'avait fait. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs, c'est quand le bal se lance. Et pour moi, tu vois, c'est aussi une sacrée expérience de vie. Parce que je vis un peu par procuration de tout ça finalement. C'est dingue que j'ai le droit que tu m'offres le fait de vivre une journée comme ça, préparée, et à vivre la soirée comme ça. Bah, merci quoi. Et que Victor passe. Et il dit au royal, tu sais, grand seigneur, il dit pour eux, c'est open bar. C'est comme si le mec il avait des super pouvoirs, le pouvoir de tout, tu vois, d'offrir tout, de donner tout, tu vois. Le seigneur offre, tu vois, Reims. Je suis vraiment dit finalement, le business c'est une histoire de couilles. Parce qu'on y allait à fond, sans regarder derrière. Et il y a personne qui s'est laissé aller, tu vois, tout le monde était vraiment à fond. T'as loupé la soirée des 20 dernières années. Et j'ai cité 20 ans, pourquoi? Parce que la dernière soirée que j'ai vue comme ça, c'est au Palace. On se dit qu'on va pouvoir profiter de la soirée et laisser ces heures de travail acharnées derrière nous, pour enfin apprécier ce moment magique. Jusqu'à ce que les appels commencent à tomber. Une Rolls-Royce et une Ferrari se sont incrustées dans le car space et elles bloquent l'entrée. Et là il y a Laurent, tu sais le directeur du palais là, il vient me voir, il me fait « Le palais Brognard, c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas un parking, la Ferrari elle dégage !» Je me dis là, oh non. Sauf qu'on savait pas du tout à qui c'était. Et comment tu veux qu'on retrouve le propriétaire dans ce chaos de 2000 personnes? La plus grosse table, qui a réservé, c'est lui. Bien vu Théo. Un membre du staff qui vient me voir et qui me dit il y a un problème au vestiaire. Et je vois qu'il y a genre 150 personnes, tout le monde limite se marche un peu dessus, hyper collé, hyper serré. Guys, qu'est-ce que vous faites là? Il me fait ouais, on a plus de place sur les cintres.
Je fais, mais c'est maintenant que vous réagissez? Moi j'ai foncé, on a commencé à courir partout, on a cherché, et là on a trouvé des portants. On les a emmenés en haut, et là on a réussi à gérer la situation, on a réussi à débloquer le flux. Mais c'est vrai que là je me suis dit, putain, s'il y a un mouvement de foule, moi je sais pas gérer la situation quoi. À ce moment-là, ça débite au bar. 10 verres à la minute sur les 5 bars. On commence à souffler, et on se dit que financièrement, on va rentrer dans nos frais. Et là, le téléphone, il sonne. Mon staff qui m'appelle. Théo, putain, les TPE, ça marche pas. Les rouleaux de papier. Les petits rouleaux dans les machines à carte bleue, là. On n'avait juste pas pensé à en prendre en rechange. On va pas se mentir, sans TPE, on génère pas de chiffre d'affaires. Si on perd 1 heure de TPE, c'est l'enfer. Sans TPE, on peut plus encaisser personne. Je voyais déjà la scène, 2000 personnes qui veulent prendre un verre, aucun moyen de les faire payer. Tout le monde qui s'énerve, la queue qui s'agrandit. Et là je vois Victor en panique, ce qui est assez rare, parce que Victor il est toujours quand même sans froid. Les gars, c'est vraiment la merde là. Les gars, y a plus aucun TPE qui marche, il faut vraiment que vous venez là. Les gars, y a plus de tickets dans les TPE, ça marche plus, y a plus de paiement. Gars, c'est tout, ça fait 5 fois que je vous appelle, y a personne qui répond les gars. Y a 200 personnes dans le hall, les gars, bougez-vous là. Et là, Victor trouve un truc. Déjà, il donne l'ordre de réouvrir tous les bars gratuits en attendant. Hors de question de frustrer les gens. Il trouve une app qui s'appelle Stancer, du tap to pay directement depuis un téléphone. Pas besoin de machine, pas besoin de papier, on pourrait faire encaisser les boissons directement sur les téléphones des barman. Le problème, c'est qu'il faut que chaque barman installe l'app, se connecte à notre compte et apprenne à s'en servir. En 10 minutes, tous les bars sont opérationnels. On souffle. Stancer marche. On se dit que le pire est passé. Mais vous vous en doutez, on passera le reste de la soirée à gérer des problèmes. Cette sensation, je m'en rappellerai toute ma vie. Impossible de m'arrêter, juste de l'adrénaline, et un problème à résoudre tous les 30 secondes. Vers 4h du matin, les derniers invités partent. Je parlais à la fin à des gens, là, couple, qui voulaient pas partir en fait. C'était la fin de la soirée, mais ils étaient encore là, ils ont envie de continuer la soirée. La musique s'arrête, les lumières se rallument, et là, je suis sorti quelques minutes devant le palais. La place de la Bourse était vide, et pour la première fois, depuis 2 mois, il n'y avait plus aucun problème à résoudre. Juste le silence. On était debout depuis déjà la veille à 7h du matin. Et là, une dernière épreuve nous attendait. On avait jusqu'à 8h pour rendre le palais vidé et nettoyé. Et là, vous vous dites, heureusement qu'ils avaient du staff. Mais non, le staff il finissait à 4h, donc c'était juste nous et quelques membres du staff qui avaient dit oui pour faire des heures sup. L'eau était tombée malade pendant la soirée, d'autres avaient un peu trop bu, on tombait un à un sous le coup de la fatigue. On avait passé 2 mois à rêver de cette soirée. Et maintenant, on était là à nettoyer des verres en plastique. Et pourtant, personne se plaignait. On aurait vraiment dû prévoir une équipe le lendemain pour nous aider, parce qu'à 5h du matin, on était à bout de force, on n'en pouvait plus. Mais au fond, c'est peut-être ça le moment que j'ai préféré. Nous, tous ensemble, en train de ranger le palais Brognard, épuisés, à s'entraider, à rigoler de fatigue. C'était dur, mais ça nous a soudés comme jamais. On avait presque fini. Mais il restait un sapin. Il est 8h du matin, on est crevé, on n'a plus de place dans les camions, et personne peut venir le chercher. Donc on le pose au milieu de la place de la Bourse, et on rentre dormir. Et 2 jours plus tard, on reçoit un message d'Edwige, la chef de projet du Palais Brognard. Il y a des gens qui venaient et qui écrivaient des petites lettres et qui les déposaient dans le sapin. Et en fait, ça faisait vraiment une espèce de tout petit microcosme en plein milieu de la place de la Bourse, où les gens, c'était une zone d'amour. Et c'était hyper émouvant de voir que les gens venaient tous les jours déposer des mots, etc., ce genre de choses. Et je me dis, waouh, en fait, parfois les humains, il y a tellement des belles choses possibles entre nous. Et en fait, ce sapin-là, il est resté pendant, je crois, peut-être plus d'1 mois. Même 2. Le lendemain de la soirée, on ouvre les comptes. 50 000 € de transactions au bar, pour 2000 personnes. Toute une nuit. Ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est largement en dessous de ce qu'on estimait. Et surtout, pas une seule transaction au-dessus de 100 €, au carré VIP. Là où les gens commandent des bouteilles à 350, 400, 500 €, aucune commande au-dessus de 100 €. Et là, on a un petit moment on se regarde, on est en mode qu'est passo, en fait. Première hypothèse, quelqu'un a volé dans la caisse. Ou a encaissé les bouteilles lui-même. On commence à appeler un par un tous les gens qui bossaient au VIP. On appelle le barman. Alors non, moi j'ai rien encaissé du tout. On m'a juste dit de transmettre les commandes au barman, ce que je faisais, mais sinon j'ai rien encaissé sur le coup. On appelle le deuxième barman. Attends, mais quoi? Moi j'ai pas encaissé, Moi j'ai juste apporté les bouteilles à table 4 comme Antoine m'a demandé, mais j'ai rien fait de plus. Et en fait, à un moment donné, on se rend compte que vraiment tout le monde a la même information. C'est non mais moi j'ai pas encaissé. Oui j'ai servi mais j'ai pas présenté de TPE. Non mais moi je servais les bouteilles qu'on me demandait de servir. J'étais persuadée que c'était l'autre serveur qui encaissait. Ah d'accord. Ok. Donc là, on a rincé tout le carré VIP free pour tous les invités. Et en plus, les gens qui étaient respo de ça,
n'ont pas eu l'idée une seule fois dans la soirée de se dire est-ce qu'il y a des gens qui ont payé quoi. Des gens ont commandé du champagne, des bouteilles, des cocktails toute la nuit. Et chaque personne du staff pensait que c'était quelqu'un d'autre qui gérait le paiement. C'est que le staff du carré VIP a été formé à 21h. Les premières tables arrivaient à 21h30. Et c'était un rush monumental. Donc on a juste oublié de leur dire. Et le responsable du carré VIP est arrivé en même temps que les clients. Après les clients. Il n'y avait pas de voleurs. Il n'y avait pas de fraude. Il y avait juste un brief qu'on n'avait jamais fait. 40 000 € de consommation gratuite. Parce que personne ne savait qu'il fallait faire payer les gens. Ah ouais. À un moment donné, j'ai vu l'eau blanc. Il me regarde, il me dit putain, je vais péter un câble. Il me dit je vais péter un câble. Mais vous savez quoi? Ce soir-là, 2000 personnes ont vécu un truc qu'elles n'avaient jamais vécu. Et ça, c'est 40 000 €, ils y changeraient rien. Le groupe WhatsApp des solo attendees existe toujours. Des gens qui se connaissaient pas avant cette soirée s'hébergent, se trouvent des jobs, se donnent des bons plans. On voulait juste organiser une soirée et on a fini par créer quelque chose qui nous a complètement dépassé. On avait organisé le plus grand gala d'Europe. Dans le fond, cette soirée, elle nous a rappelé un truc simple, c'est que les idées les plus folles, souvent, c'est celles qui t'emmènent le plus loin. Elles te mettent dans des situations absurdes, elles t'obligent à trouver des solutions que t'aurais jamais trouvées autrement, et puis on en ressort toujours grandi. Et je crois que c'est ça qui, moi, m'a plus touché, c'est de marcher dans la soirée quand elle battait son plein, de voir tous ces visages sourire, de voir ces couples danser, de voir tous ces gens se rencontrer, et de me dire que pendant quelques heures, on avait réussi à leur offrir quelque chose de vraiment magique. Pour l'année prochaine, on aura besoin de staff et de nouvelles idées. Alors n'hésitez pas à nous en donner et à rejoindre le groupe WhatsApp Alloban Prod si vous voulez rejoindre l'aventure. D'ailleurs, on offrira 20 places sur le groupe d'ici la fin d'été pour le Winter Gala. C'était l'histoire du Paris Winter Gala 2025 et on vous donne rendez-vous en septembre pour la prochaine édition. Voir super heureux comme ça, voir Victor super heureux, voir tous vos copains super heureux. Tu vois, ça c'est le plus beau dans un truc comme ça. Parce que il y a des gens de l'Europe entière qui sont venus. Et ça, c'est vachement bien. Donc, vous avez créé un événement. Pas seulement un événement parisien, mais vous avez une marque. Et puis après, tu essaies de pas trop parler, de prendre du recul et te dire, bon, ton rôle parental là-dedans, c'est pas de dire fais attention. C'est de dire vis ta vie, quoi. Ouais. Eh, c'est pas carte bleue, ça! Nano est belé. Vraiment, ça c'est très grand, ça c'est grand art. Hein. J'ai enlevé la muselière pour qu'il attaque toutes les femmes de la soirée. Parce qu'on imagine toujours que des gens qui organisent ça, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont au moins 30, 40 ans au moins, tu vois. Et là, c'est carrément bluffant de voir que ce sont deux jeunes types, comme ça, 2-3 jeunes types, qui ont le culot de faire ça, quoi.